Au cours des 8 dernières années, j'ai acheté 122 biens immobiliers au total, principalement sur la forme d'immeubles de rapport, des immeubles comme celui-ci ou encore celui-ci. Et je dois dire qu'aujourd'hui, je n'achète quasiment que ça, des immeubles complets avec la plupart du temps un rez-de-chaussée commercial et au-dessus de l'habitation, des bureaux, bref, un gros paquet d'actifs diversifiés que je vais pouvoir aller rénover, transformer, retravailler pour aller générer un maximum de rendement et en même temps venir apprécier mon capital, c'est-à-dire d'acheter quelque chose de moins cher que ce que ça vaut vraiment sur le prix du marché. Alors au-delà de la taille et du prix bien évidemment qui est plus conséquent si vous achetez un immeuble qu'un appartement, c'est logique. Il y a aussi, si c'est un sujet qui vous intéresse, certains points de vigilance à maîtriser, des méthodes qui sont un petit peu particulières, que ce soit d'ailleurs pour les trouver, pour les optimiser ou encore les rénover. On va donc voir ensemble les 5 leviers essentiels si vous aussi vous souhaitez acheter un immeuble en 2025. C'est parti. Levier numéro 1, savoir où chercher. Vous savez que quand on cherche un bien immobilier, en fait on peut s'y prendre de X ou Y façon, mais on va dire que grosso modo, le monde de la transaction immobilière est scindé en 2 parties, 2 segments. Imaginez 2 terrains dans lesquels vous allez pouvoir aller creuser pour chercher le minerai si précieux que vous cherchez. Terrain numéro 1, les annonces immobilières, que ce soit Le Bon Coin, seloger.com, les annonces dans des agences immobilières, les annonces chez les notaires. On va mettre dans ce paquet tout ce qui est vraiment officiel et ce qui a fait le fruit d'une commercialisation auprès du plus grand nombre. C'est dans ce premier terrain que va se passer entre 50 et 60% des transactions immobilières, ce qui représente déjà un bon paquet de ce qui arrive sur le marché. Mais là où vous allez pouvoir trouver des immeubles de rapport et des immeubles de rapport à bas prix, c'est bien évidemment comme une grande partie des biens immobiliers en fait dans ce qu'on va appeler le off-market, des appartements, des bureaux, des locaux commerciaux, des immeubles qui ne feront jamais l'objet d'une annonce officielle, que vous ne pourrez jamais trouver sur Le Bon Coin, mais qui sont en fait partagés entre ce qu'on peut appeler dans le jargon les sachants, les gens à l'échelle de votre secteur qui ont l'habitude de faire des transactions immobilières, qui ont l'habitude d'acheter du patrimoine sur place, qui travaillent dans le secteur, dans des professions bien particulières qui leur permettent d'arriver sur les deals avant tout le monde. Alors si c'est votre volonté d'aller chercher un bien dans ce off-market, j'aurais 3 points essentiels à retenir pour vous. Numéro 1, investir proche de chez soi. Moi qui habite dans le sud de la Bourgogne, si demain je vais aller chercher du off-market à Paris, à Lille, à Marseille ou encore à Bordeaux, eh bien évidemment c'est beaucoup plus compliqué pour moi qu'un Bordelais, qu'un Marseillais ou qu'un Parisien qui est sur place, qui rencontre des gens sur place, qui connaît des gens sur place, qui a déjà un tissu de connaissances sur place. Et pour la simple et bonne raison qu'en termes de réactivité, eh bien je suis pas à côté. Travailler dans du off-market, ça veut dire travailler vite sur des biens où la concurrence est malgré tout rude. Et si quand l'agent immobilier il vous appelle ce matin pour vous dire écoute là j'ai un petit immeuble, je l'ai pas encore mis en annonce, je viens de le rentrer, il n'y a personne d'autre dessus, est-ce que ça t'intéresse? Si vous lui dites oui, pas de problème, je serai là dans 15 jours, le temps que je prenne mes billets de train, que j'organise la garde de mes enfants, etc. Eh bien non, les amis, ça marchera pas et ça vous permettra pas d'accéder à du off-market. Deuxième point, il va falloir que vous arriviez à vous créer un réseau. Et quand je dis réseau, je parle de professionnels qui vont tourner autour de ces biens off-market. En fait, c'est un petit peu intuitif. Imaginez le diagnostiqueur immobilier. Il va venir faire les diagnostics pour permettre la mise en place de l'annonce ou la mise en place de la vente du terrain, de l'appartement, de la maison ou de l'immeuble. On peut bien évidemment penser au notaire avec les successions, les divorces ou les gens pour qui ça se passe pas bien et où le notaire rentre dans la danse. Mais il y aura aussi les commerçants qui sont bien souvent au courant de tout ce qui se passe dans les immeubles en face de leur commerce et au-dessus du leur. Également les architectes, bref, toutes les professions qui vont tourner autour de la matière de l'immobilier, sans bien évidemment oublier les sachants immobiliers, qui sont quand même, je pense, alors j'ai pas de statistiques sur le sujet, mais le plus gros pourvoyeur d'affaires off-market. Pour ça, il faut arriver à travailler efficacement, à travailler sérieusement, à créer un lien avec eux qui va au-delà du lien professionnel. Et la prochaine fois qu'ils auront un immeuble qu'ils vont rentrer, eh bien ils vous appelleront en premier. Troisième point, le faire savoir. Ça peut paraître bête, mais quand vous allez dans un barbecue, vous êtes invité, où il y a une trentaine de personnes, personne ne vous connaît, personne ne sait ce que vous faites dans la vie, et bien en fait dans l'immobilier et encore plus pour aller chercher ce off-market, ça va avoir un vrai intérêt de faire savoir ce que vous faites, de faire savoir que vous êtes un investisseur immobilier, que vous cherchez tel type d'actif. Alors évidemment, l'idée c'est pas qu'au milieu du barbecue, il y ait une page pub qui parle de votre projet, pas du tout, mais que de manière, je dirais, assez discrète, assez respectueuse et sans paraître pour le mec hautain, ultra mégalo, simplement de ne
ne pas hésiter à faire savoir que vous investissez dans l'immobilier de manière régulière, que vous cherchez des biens à la vente, principalement des immeubles de rapport, au minimum 2 à 3 lots. Et vous verrez, je vous le dis d'expérience, il y aura des gens qui retiendront ça. Encore plus si vous indiquez que vous donnez une commission d'apporteur d'affaires aux gens qui vous apportent des affaires. Chose que bien évidemment vous avez le droit de faire même si vous n'êtes pas agent immobilier. Ça permettra de motiver les gens à penser à vous avant Pierre-Paul Jacques. Alors pour la petite histoire, il y a quelques temps, j'ai mangé à Dijon avec une connaissance qui est réputée comme étant l'avocat le plus capé, le plus connu sur la ville de Dijon. Et je vais vous poser la question, d'après vous, maître, quel est le vrai secret pour avoir autant de succès que ce que vous avez aujourd'hui? Et il m'a répondu une phrase qui est totalement applicable à la matière de l'immobilier. Il m'a dit, jeune homme, le plus important dans les affaires, c'est que le faire savoir est beaucoup plus important que le savoir-faire. Alors certes, quand il s'agit de rénover un immeuble, de faire un ravalement de façade, de mettre en place un règlement de copropriété, il y a quand même des trucs et astuces de savoir-faire à connaître, c'est tout l'objet de cette chaîne YouTube. Mais dans les faits, il n'a pas tellement tort puisque vous verrez qu'une fois que votre réseau est créé, les affaires viendront d'elles-mêmes. Alors maintenant, au-delà de se créer un réseau, il y a une deuxième façon d'aller chercher des biens off-market, encore une fois, qui ne sont pas à vendre officiellement, c'est d'aller prospecter vous-même directement. Vous allez tout simplement faire le job de l'agent immobilier, le faire de façon stratégique. Vous êtes en train de vous balader avec votre compagnon, votre compagne dans les rues de votre ville. Vous apercevez un immeuble qui semble abandonné, des fenêtres qui semblent être en bois, en simple vitrage, certaines sont cassées, une façade pas très belle, aucun nom sur les boîtes aux lettres au rez-de-chaussée. Bref, tout plein d'indicateurs qui vont vous amener à penser que cet immeuble n'est pas occupé. Malgré tout, la taxe foncière est payée par quelqu'un, il y a bien un propriétaire de celui-ci, c'est obligé. Vous allez précieusement noter l'adresse sur votre téléphone. Vous allez ensuite pouvoir rentrer chez vous à la fin de cette belle balade. Vous allez ouvrir votre ordinateur, aller sur le site du cadastre Géoportail, sur lesquels vous allez pouvoir trouver la référence cadastrale de l'immeuble que vous avez vu, ainsi que le numéro de parcelle. Et une fois que vous avez ça, deux solutions, soit en passant par votre notaire, soit en allant au service des impôts fonciers de la ville dans laquelle vous avez vu cet immeuble. Vous allez pouvoir remonter la chaîne et trouver l'adresse et les coordonnées du payeur de la taxe foncière. Et le payeur de la taxe foncière en France, c'est le propriétaire. Donc grâce à ce mécanisme, vous allez retrouver le propriétaire qui a priori n'est pas vendeur au moment où vous découvrirez son adresse et son numéro de téléphone. Mais vous allez pouvoir, bien évidemment, comme un agent immobilier, lui envoyer un courrier, lui passer un coup de téléphone afin de pouvoir discuter avec lui, d'ouvrir la conversation sur est-ce qu'en cas d'avoir un bon prix ou d'avoir une bonne offre pour son immeuble, il serait OK pour le vendre. C'est comme ça que font tous les agents immobiliers pour trouver des biens, au-delà du réseau bien évidemment. Et je crois, à vérifier, mais il me semble bien que la meilleure affaire que j'ai fait dans ma vie, qui est un immeuble à 13,5% de rentabilité brute, dans une ville où le rendement moyen est 7, vous admettrez que c'est quand même pas mal, eh bien je l'ai trouvé en prospection directe, en passant devant la même méthode que je vous ai dit, cadastre, coordonnées du propriétaire, un coup de fil. Il s'agissait en l'occurrence d'un héritier qui savait qu'il avait eu des biens hérités de ses parents mais qui ne s'en occupait pas du tout. On s'est vu, je lui ai donné un prix, le prix lui a convenu, j'ai acheté et c'était un super coup. Levier numéro 2 pour acheter un immeuble en 2025, apprendre à repérer la valeur perdue. Le métier de base d'un investisseur immobilier, surtout un investisseur rentable, c'est d'acheter moins cher que ce que ça vaut. D'où l'adage, une bonne affaire se fait toujours à l'achat et non à la revente. Parce que oui, quand un immeuble sur le marché vaut 500 000 €, si vous arrivez à l'acheter à 400 000 €, et bien en fait vous avez déjà gagné de l'argent. Il suffirait de le revendre au prix du marché, d'attendre peut-être un petit peu plus longtemps, de mieux gérer votre commercialisation et vous y arriverez. Maintenant, le deuxième hack quand on est encore une fois un investisseur immobilier professionnel, non seulement d'acheter moins cher que ce que ça vaut, mais aussi d'acheter moins cher que ce que ça pourrait valoir. Ça pourrait valoir si l'immeuble était rénové, s'il était découpé, s'il y avait un lot commercial en plus, si on augmentait la pondération par mètre carré de chaque mètre carré de la surface commerciale, si on divisait les appartements en des surfaces plus petites, qu'on transformait le grand T4 en 3 studios. Bref, vous voyez où je veux en venir, l'idée d'un investisseur opérationnel, et c'est là où on peut tomber dans le cadre de ce qu'on appelle de l'entrepreneuriat véritablement, parce qu'il y a une vraie notion d'entreprise avec des coûts, avec du marketing, avec la commercialisation. Et c'est là, je ne vais pas vous mentir, où on gagne le mieux sa vie, c'est quand on va
acheter un bien, le transformer, le modifier, faire des choses à l'intérieur afin de générer ce qu'on appelle de la plus-value latente. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, vous pourrez en acheter beaucoup. Si vous avez un portefeuille qui vaut 1 million mais que vous l'avez acheté 600 000 euros parce que vous avez créé énormément de valeur à l'intérieur, et c'est tout à fait possible, alors vous tenez la clé pour continuer d'emprunter quasiment ad vitam aeternam. Alors le problème quand on achète un immeuble, c'est que bien souvent on passe derrière soit un investisseur qui a déjà fait ce travail pour vous, soit un marchand de biens qui l'a également fait dans l'optique de le revendre à un investisseur comme vous qui veut potentiellement pas se faire chier avec des travaux, qui veut pas se faire chier avec de la copro, bref, qui ne veut pas faire la partie du job qui est la plus valorisée, celle qui rapporte le plus d'argent. Malgré tout, si c'est votre objectif de travailler de manière opérationnelle, première piste qui va s'offrir à vous, c'est d'augmenter la valeur locative de votre immeuble. Quand on achète un immeuble de rapport ou qu'on vend un immeuble de rapport, bien souvent, on le vend à la renta et pas forcément au prix moyen au mètre carré, puisque jusqu'à preuve du contraire, il n'y aura pas d'acheteur qui achètera l'immeuble pour vivre à l'intérieur, mais il l'achètera sous forme d'un placement immobilier et plus ce rendement est élevé, plus ce sera intéressant. Même si dans une ville de province, de taille moyenne, entre 50 et 100 000 habitants, le rendement espéré pour un investisseur est entre 6 et 8%. Et s'il fait plus de 8%, dans 90% des cas, il estime qu'il a fait une super affaire. Alors du coup, si vous achetez un immeuble qui rapporte 2000 euros de loyer, vous allez l'acheter à 6-8% de renta pour les 2000 euros de loyer. Mais si à l'intérieur de celui-ci, grâce à vos travaux, votre division, votre transformation, tout ce que vous allez faire à l'intérieur, vous le faites passer à 2500, 3000 euros de loyer, évidemment c'est là où il y a un delta à aller chercher en termes de plus-value. Comment faire? Numéro 1, augmenter les loyers. Tout simplement parce qu'ils sont sous-évalués. J'ai le cas en tête d'un immeuble que j'ai acheté où il y avait 6 appartements du type T2 à l'intérieur. Un T2 par chez moi, assez sympa, avec une jolie réno, ça se loue 500, voire même 600 euros meublés. On parle ici de T2 qui font 35-40 mètres carrés. Et là, pour le coup, quand je l'ai acheté, les 6 loyers des appartements étaient inférieurs à 300 euros. Donc un delta de 200 euros à aller chercher par appartement. Moi, je l'ai acheté à 8% de renta, mais pour des loyers à 300 euros. Et depuis quelques mois, quelques années maintenant, j'ai acheté cet immeuble il y a quelques années, et bien à chaque fois qu'un locataire s'en va, un petit coup de peinture, une cuisine un peu plus sympa, que je vais acheter chez Casto, je refais un bout de salle de bain pour que ça fasse propre et hop, je fais passer le loyer à 500 euros. Multiplié par 6, ça fait grosso modo 1200 euros de loyer supplémentaire à aller chercher et ça me crée donc dans mon cas une plus-value potentielle de plus de 100 000 euros à la revente si je décidais de le revendre à un investisseur locatif à 8%. Piste numéro 2, augmenter les loyers en divisant. On sait que la pondération par mètre carré est toujours plus importante dans un studio que dans un T4. Si vous prenez un grand T4, quasiment n'importe quelle ville en France, que vous calculez combien est loué chaque mètre carré de ce T4, eh bien dans une ville comparative, il sera loué moins cher que chaque mètre carré d'un studio de 20 mètres carrés. C'est une loi mécanique dans quasiment la totalité du marché que c'est comme ça, aussi parce qu'on est très déficitaire sur les petites surfaces. Donc si j'achète un immeuble dans lequel il y a 2 studios, un T4, que je divise le T4 en 2 ou 3 studios, eh bien mécaniquement, je vais gagner plus de loyer qu'en gardant ce grand T4. Alors bien sûr, toujours penser à notre optique de diversification, quel est l'intérêt, pourquoi pas de la location courte durée. Il y a plein de pistes. Il faut en choisir une, faire ses calculs en amont et si tout est validé, aller à fond dans celle-ci. Troisième possibilité, gérer les impayés. Bien souvent, quand vous allez acheter un immeuble de rapport, il y aura des locataires à l'intérieur qui sont payeurs alternatifs. Vous savez, qui payent les mois où il a fait plus de 10 jours de soleil et qui ne payent pas le reste du temps. Ou alors même des gens qui officiellement ne payent pas, ne payent plus pour raison X ou Y. Et bien souvent, ces personnes-là, elles ont des problèmes d'argent. Mais vous, vous achetez à la renta. Donc vous allez acheter un immeuble, s'il y a un impayé à l'intérieur, vous n'allez pas prendre en compte le loyer qui ne rentre pas. Ça paraît logique. Mais si vous arrivez à discuter avec cette personne, soit à faire en sorte de mettre un plan de paiement en place, soit à faire en sorte de la faire partir par X ou Y moyen, tant que ça reste légal bien sûr, et une indemnité de départ de 3 ou 4 000 euros à l'échelle d'un immeuble de 500 000 euros, ça reste légal et pour vous, c'est pas grand chose. Pour la personne, probablement que 3 ou 4 000 euros d'indemnité de départ pour qu'elle libère le logement, c'est beaucoup. C'est des pistes pour se débarrasser d'un locataire mauvais payeur. Évidemment, la personne s'en va, vous remettez quelqu'un à l'intérieur, vous louez l'appartement plus cher et ça y est, vous avez déjà généré de la plus-value latente. Pour ne rien vous cacher, c'est une piste dans laquelle certains marchands de biens sont spécialisés. Ils achètent des immeubles à des gens en grande difficulté à cause d'un impayé, à cause d'un squat, à cause
cause de dégradation. Ils vont voir le locataire, ils s'arrangent par X ou Y façon, bien souvent c'est une transaction financière, pour que la personne libère de logement, ils l'achètent, ils font partir la personne, ils remettent quelqu'un à l'intérieur et ils revendent un investisseur à la renta. Ça peut être une belle opération de marchand de biens, je l'admets. Quatrième moyen d'avoir plus de loyer pour plus de renta et donc de la plus-value latente, baisser les charges. Ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais votre locataire, que vous lui facturiez 400 € de loyer et 100 € de charge ou 450 € de loyer et 50 € de charge, lui, dans les faits, il s'en fout complètement. Mais vous, pas du tout, parce que les charges sont récupérées auprès du locataire, c'est-à-dire que dans votre comptabilité, c'est un compte où les plus doivent être équivalents au moins. Si vous facturez 50 € par mois à votre locataire, à la fin de l'année, vous avez l'obligation en tant que bailleur de faire une régularisation de charges et donc de lui faire payer exactement les charges que vous avez dépensées pour le logement, l'entretien des parties communes, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, enfin bref, toutes les charges récupérables auprès du locataire. Mais quand vous avez 50 € de loyer en plus tous les mois, multiplié à l'échelle de 5, de 10, imaginez même de 20 appartements, eh bien ça fait tout de suite beaucoup d'argent à l'année qui va tomber dans votre poche et non pas tomber dans celle des charges. C'est pour ça que d'avoir des parties communes qui coûtent moins cher, avec des ampoules à LED, avec un ménage qui est mieux géré, avec une isolation de votre immeuble qui est plus performante et ce qui fait que la chaudière gaz tourne un petit peu moins en hiver. Tout ça, ça va faire en sorte d'avoir un petit peu moins de charges et donc de pouvoir augmenter le loyer pour que le loyer de façade lui reste complètement identique. Et c'est une piste qui va vous permettre d'augmenter les loyers de votre immeuble. Enfin, cinquième piste, peut-être la plus logique ou la plus intuitive pour vous, c'est tout simplement de rénover une surface qui n'est pas louée, un appartement qui est pourri, un garage dans lequel était entreposé tout un tas de bordel, une sorte de déchetterie. Rénover, découper, libérer, nettoyer, tout ça va vous permettre d'aller chercher de la surface potentiellement louable et donc de la rentabilité pour chaque mètre carré de l'immeuble que vous avez acheté. C'est le b.a.-ba si vous souhaitez acheter un immeuble rentable en 2025. Maintenant qu'on a vu comment augmenter les loyers de votre immeuble, on peut aussi aller bien gagner notre vie en augmentant la valeur, non pas locative, mais foncière de celui-ci. Piste numéro 1, rénover une surface qui n'est pas valorisée. Je pense à des combles, je pense à une maison de gardien qui n'était plus utilisé. Je pense à un débarras qui peut être transformé, agrandi pour avoir des mètres carrés qui viennent se rajouter à l'intérieur d'un appartement. Je pense à un garage, à un local vélo inutilisé qui peut être transformé de manière différente. Tout ça dans l'optique d'aller dégager du mètre carré habitable. Puisque imaginez si vous avez un grand garage dont personne ne se sert, dans lequel il y a plein de bordel, que celui-ci peut être facilement transformé en un joli petit appartement de 20 mètres carrés. Et bien 20 mètres carrés à 2000, 3000, 4000 € du mètre, je vous laisse faire la multiplication, ça fait tout de suite un paquet d'argent. Deuxième piste, pour augmenter la valeur foncière de votre immeuble, transformer une surface qui est peu demandée. Admettons que vous êtes dans le cadre du rachat d'un immeuble où il y a un grand espace de surface commerciale et que vous êtes dans un secteur, une rue, une ville dans laquelle les locaux commerciaux, c'est pas à la mode et ça marche pas très bien. Vous pouvez tout à fait entamer un programme de changement de destination où vous allez transformer le local commercial en habitation ou transformer le local commercial en bureau. Tout ça vous permettant de changer de cible commerciale, de louer par la suite cette surface et ça va encore une fois vous permettre d'aller générer de la plus-value en changeant la destination d'une surface et donc en changeant la cible de commercialisation potentielle d'un même mètre carré au même endroit. Enfin, troisième piste pour augmenter la valeur foncière qui est une des plus logiques, embellir, travailler les communs, refaire la façade, faire en sorte d'augmenter le standing de l'immeuble que vous avez acheté qui va vous permettre d'en demander des loyers de plus en plus importants et surtout le jour de la revente, surtout si vous décidez non pas de vendre l'immeuble en bloc mais de le revendre à la découpe, de vendre chaque appartement, chaque local, chaque bureau beaucoup plus cher puisqu'il y a un ascenseur, puisqu'il y a des parties communes qui ont été entièrement rénovées. Tout ça évidemment ça compte, j'ai des exemples en tête à foison de ce genre d'opération. Plus c'est beau, plus ça donne envie, plus c'est beau, plus c'est cher. Levier numéro 3 pour acheter un immeuble en 2025, savoir où trouver du financement. La banque c'est le nerf de la guerre et quand on parle d'acheter un immeuble, on parle d'aller financer des enveloppes qui peuvent aller de 200, 250 000 € jusqu'à plusieurs millions d'euros potentiellement. Bref, une grosse enveloppe et évidemment un levier bancaire qui va devoir se faire de manière efficace. Il va donc falloir bien mûrir, bien réfléchir sa stratégie bancaire, potentiellement être multi-bancarisé. J'aurai ici 5 conseils à vous donner si vous souhaitez aller lever plus de financement et ne pas être bloqué par cet aspect-là. Conseil numéro 1, travaillez comme un pro. Quand vous allez voir la banque, vous êtes à l'heure,
valeur, vous êtes habillé correctement, vous avez un business plan qui est complet. Quand on vous demande des pièces justificatives, vous les envoyez triées de la meilleure façon que ce soit. Vous avez un dossier dans lequel tout est bien archivé, tout est bien classé. Quand vous annoncez des devis travaux à hauteur de 100 000 euros, il n'y en a pas pour 105 000 euros, il y en a bien pour 100 000 euros comme vous l'avez annoncé. Vous allez me dire, Tim, mais ça c'est des détails. C'est vrai, c'est des détails, mais dans les faits, c'est vraiment des détails qui vont énormément compter, je peux vous le garantir. N'oubliez jamais que dans un dossier de financement bancaire, si le conseiller ne vous apprécie pas, qu'il trouve que vous êtes trop light ou qu'il n'a pas confiance en vous pour mener le projet, c'est, je dirais, peut-être le déterminant le plus important dans la poursuite de celui-ci. Si le conseiller dit non, moi je pense qu'il ne faut pas financer, cherchez pas midi à 14 h, même si le projet est rentable, vous n'aurez pas le moindre financement. Deuxième conseil, réfléchir à l'achat en société. Je ne vais pas revenir sur le sujet, j'ai fait pléthore de vidéos là-dessus. Quand on achète via une société professionnelle, je pense une SCI à Liège, je pense une SAS, une SARL de famille, eh bien on est beaucoup moins bloqué par notre plafond des 33% d'endettement. Raison pour laquelle mécaniquement vous pourrez en acheter plus si vous investissez via une SCI. Encore une fois, l'impôt sur les sociétés, c'est ce qui définit, c'est un acteur professionnel. Réfléchissez bien à votre montage, discutez-en avec un avocat en fonction de ce qui est le plus propice pour vous. En tout cas, la structure juridique que vous allez choisir va avoir un impact direct sur vos possibilités de financement. Troisième conseil, réfléchissez à l'association. Parfois, quand on achète un immeuble, puis 2, puis 3, puis 4, et que nos revenus, eux, ils font pas x2, x3, x4, eh bien on risque d'être limité. Parce que tout simplement, la banque, elle a besoin de se baquer, elle a besoin de se baquer avec du salaire, avec des revenus, avec des liquidités, de l'épargne, voire même de l'apport en fonds propres sur l'opération, et vous ne pourrez pas, mis à part si vous multipliez aussi vite vos revenus que vous multipliez votre patrimoine, ce qui est en général pas le cas, suivre en termes d'apport et en termes d'endettement au global. C'est la raison pour laquelle parfois l'association peut être une bonne solution. Alors attention ici, et dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse une vidéo complète dédiée à l'association, à ce qu'il y ait une bonne association. Dans les grandes lignes, dites-vous qu'une association qui va marcher, c'est une dans laquelle ni l'un ni l'autre des parties ne peuvent faire le deal toute seule. Mécaniquement, ça veut en général dire qu'elles vont apporter des choses différentes que l'une et l'autre n'a pas. Par exemple, Pierre, lui, a pas le temps de s'occuper de son immobilier, il n'a pas les compétences pour s'occuper d'un immeuble et le rénover, le transformer, le découper, etc. Mais par contre, Pierre, il est dentiste, Pierre, il est cadre dans une entreprise, Pierre, il a reçu un héritage et Pierre, lui, il a 100 000 euros de disponibles sur ses comptes, 100 000 euros qui peuvent être investis à l'intérieur d'un projet immobilier. De l'autre côté, vous avez Jean. Je reste sur des personnages très bibliques. Jean, lui, il n'a pas d'argent. Par contre, il a adhéré au programme ImoLunch avec Timothée Moirou, il s'est formé, il a été coaché par lui et son équipe et il a développé de vraies compétences en immobilier. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo si vous voulez faire la même chose que Jean. Jean, lui, il peut s'occuper du deal, il sait comment transformer et d'ailleurs, il l'a déjà trouvé. Eh bien, Jean tout seul, il ne peut pas faire le deal. Pierre tout seul, il ne peut pas faire le deal. Ça, c'est le secret d'une bonne association. C'est quand chacun des protagonistes autour de la table apporte quelque chose que les autres n'ont pas. Et c'est pour moi vraiment une sorte de guideline, une ligne de conduite que vous devez toujours garder en tête si vous souhaitez vous associer. Quatrième conseil pour aller lever de la dette dans le but d'acheter un immeuble en 2025, c'est bien évidemment d'être multi-bancarisé. La banque, vous verrez que vous allez faire un projet, 2 projets, 3 projets. Au bout d'un moment, elle va forcément vous dire, écoutez, monsieur Moirou, ça commence à faire beaucoup pour nous. Traversez la rue, allez voir la banque d'en face et vous traverserez la rue et vous irez voir la banque d'en face et vous arriverez à vous faire financer un projet, 2 projets, 3 projets de plus pour la simple et bonne raison que les banques aiment bien diluer leurs risques sur plusieurs acteurs différents. Devenir multi-bancarisé, ça veut dire avoir plusieurs partenaires bancaires potentiels pour financer vos opérations et je vous invite à en avoir au minimum 3 à chaque fois que vous les consultez. Vous consultez les 3, vous les mettez en concurrence les 3, vous regardez ce que les 3 peuvent vous offrir. À titre personnel, j'en ai quasiment une dizaine à l'heure où je tourne cette vidéo et c'est ce qui va me permettre de faire à chaque fois financer le projet dans la meilleure banque avec les meilleures conditions et surtout de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Enfin, 5e conseil, pareil que vous m'avez déjà entendu dire, considérez vraiment le banquier comme un associé à part entière de votre business. La clé quand on fait de l'immobilier locatif, c'est
c'est l'effet de levier bancaire. C'est la 8e merveille du monde, c'est le truc qui fait que l'immobilier est beaucoup plus extraordinaire que n'importe quelle catégorie d'actifs. Et la personne clé dans ce genre de levier, c'est votre conseiller. Ce qui veut dire que de lui déposer une petite bouteille de vin quand il vous a financé un projet, de l'inviter de temps en temps à déjeuner, de lui envoyer les bons papiers quand il vous demande des papiers pour son dossier, d'être fair-play et de prendre l'assurance propriétaire non occupant chez lui, de prendre votre TPE, de prendre votre assurance maison. Tout ça, dites-vous que ce sont des choses qui vont augmenter la relation commerciale que vous avez avec votre banque et plus précisément votre conseiller. Et ce sont des éléments qui pencheront dans votre faveur en cas de demande de financement. Prenez soin de vos conseillers bancaires, traitez-les comme des associés à part entière et vous verrez que vos dossiers passeront beaucoup plus facilement que si vous les considérez comme vos salariés ou comme des commerçants à qui vous payez et eux, ils doivent vous donner. Levier numéro 4, maîtriser ses coûts travaux. Quand on achète un appartement, si on paye les travaux 20% plus cher que ce que ça vaut véritablement, on va dire que c'est chiant, mais c'est pas vraiment un problème. Par contre, quand on achète un immeuble avec 10 appartements à rénover et qu'on paye chaque appartement 20% plus cher que ce que ça vaut, ça représente tout de suite une enveloppe beaucoup plus grande que vous aurez pu garder pour vous plutôt que la donner à des artisans qui vous ont vu arriver avec votre immeuble et qui se sont dit bon, un placo posé de telle taille dans telle quantité, on va facturer ça, allez, 10 € du mètre carré en temps normal, mais pour vous, vous avez l'air riche, donc on va le facturer 12, 13, 15 € du mètre carré. Oui, je vous parle d'expérience, bien évidemment, parce que ça m'est déjà arrivé des dizaines, pour pas dire des centaines de fois, de faire venir 3 artisans pour le même travail et que chaque artisan ait des prix allant de 30 à 50% différents. En fait, dites-vous que vous êtes en train de confier votre voiture à un garage automobile qui va trifouiller quelque chose dans le moteur. Et non, vous n'avez pas la moindre idée de vérifier si ce qu'il a fait est bon ou pas bon, s'il a été efficace ou pas efficace. C'est exactement la même chose dans une bonne partie des cas avec les travaux. Et tout ça, ça tente le vice, vous savez, le côté obscur de la force. Alors, le meilleur moyen pour éviter ça, c'est tout simplement de multiplier les devis. Quand vous avez du placo peinture à faire, ne faites pas venir qu'un seul plaquiste, faites-en venir 1, 2, 3, 4, pourquoi pas 5. Faites venir des plaquistes seuls, faites venir des entreprises générales du bâtiment, comparez les tarifs. Il n'y a que comme ça que vous n'arriverez à ne pas vous faire avoir sur le prix des travaux. Et dans le cadre où vous êtes sur un projet de transformation, de rénovation, de découpe de votre immeuble, vous en aurez forcément besoin. Avec le temps, vous allez trouver votre équipe, vous travaillerez toujours avec les mêmes artisans. Mais croyez-en mon expérience, même si ça fait 4-5 chantiers que vous travaillez avec le même plombier, le même électricien, le même plaquiste, ça peut arriver que le loulou ait envie de vous facturer plus cher que ce qu'il faisait jusqu'à maintenant, et ce même sans vous en parler, simplement en modifiant une ligne dans le devis qu'évidemment vous n'allez pas lire dans le détail parce que vous n'avez pas que ça à faire. Eh bien si, c'est votre boulot de relire toutes les lignes d'un devis et de regarder que ici pour une pose de parquet il vous a pris 10 € du mètre carré alors que les chantiers précédents ils n'avaient pris que 7. Enfin, levier numéro 5 pour acheter un immeuble en 2025, ça rime, bien piloter sa gestion locative. Alors ici, vous avez deux solutions qui s'offrent à vous. Soit vous placez l'immeuble dans une agence de gestion locative pour la totalité de tout ce qu'il y a à faire à l'intérieur de l'immeuble, soit vous les placez uniquement pour l'encaissement des loyers et vous vous occupez de l'entrée-sortie de locataires, soit vous vous occupez de la gestion courante, les agences peuvent s'occuper de l'entrée-sortie de locataires, soit vous vous occupez de tout. À titre personnel, j'ai décidé il y a fort longtemps maintenant d'internaliser toute la gestion locative de mon parc pour la simple et bonne raison que je n'ai, à l'heure où je tourne cette vidéo, jamais réussi à trouver une agence de gestion locative qui soit suffisamment efficace pour qu'il y ait un bon turnover, pour que les travaux soient bien gérés, pour qu'il y ait un taux de remplissage le plus important possible. Ça doit forcément exister une agence de gestion qui fait super bien son travail, je dis pas l'inverse. À titre personnel, j'en ai pas trouvé sur mon secteur, raison pour laquelle j'ai décidé d'internaliser cette partie-là essentielle pour aller générer ma rentabilité planifiée avant d'acheter qui doit être exécutée maintenant que je suis propriétaire et que tout doit être loué. Croyez-en mon expérience, la gestion locative, si vous décidez de l'assurer vous-même, vous gagnerez mécaniquement plus d'argent puisque les frais d'agence ça coûte cher. Mais par contre, pour que ça tourne, il faut que vous deveniez un maniaque du contrôle. En général, de toutes les personnes que j'ai pu accompagner dans mon club d'investisseurs immobiliers ImmoLunch, de tous les gens que j'ai pu rencontrer qui ont du patrimoine immobilier, quand ça se passe pas bien en termes de gestion locative, c'est en général, dans 90% des cas, un manque d'organisation ou de travail et des choses qui auraient pu être anticipées et améliorées. Alors, 5 points à retenir ici essentiels. Point numéro 1, ne faites confiance à personne. Tout le monde, absolument tout le monde, essaiera de vous niquer. Les locataires,
les agents d'entretien si vous faites passer le ménage dans les parties communes, les fournisseurs d'électricité, les fournisseurs de gaz, la mairie, les artisans. Absolument tout le monde essaiera de vous la mettre bien comme il faut. Et ça pour la simple et bonne raison que la plupart des gens ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Un artisan qui vous facture 20% au-dessus du prix pour aller rénover une cage d'escalier par exemple. En fait, quand on y réfléchit, il est complètement stupide, puisque tôt ou tard vous allez vous en rendre compte et donc vous ne ferez plus jamais appel à ces services, voire pire, à chaque relation d'investisseur, barbecue d'investisseur que vous allez faire par chez vous, personne que vous allez rencontrer, si on vous parle de cet artisan, si on vous demande un artisan à conseiller, eh bien jamais vous ne le conseillerez. Or, une grande partie des artisans n'ont pas compris que leur métier n'est pas une question de qualité, mais une question de volume. Les artisans qui sont très riches, ce ne sont pas ceux qui font les meilleurs travaux, les meilleures finitions, les meilleurs petits trucs, parce que bien évidemment, la plupart des gens s'en foutent complètement. Mis à part si vous habitez à Versailles ou dans le Marais à Paris, dans un quartier ultra huppé où il faut que ce soit vraiment des finitions comme si vous étiez en plein Manhattan, dans la grande majorité des cas, il faut que le travail soit fait correctement en temps et en heure et ça suffira à se faire recommander par un investisseur qui a fait travailler un artisan. C'est la même chose pour les sociétés de ménage, c'est la même chose pour les agents immobiliers pour vous aider à louer vos biens commerciaux, vos biens d'habitation. Ils vont toujours essayer de vous gratter le plus possible parce que vous êtes investisseur, donc vous êtes un riche, donc vous êtes quelqu'un de fortuné, donc par définition, vous pouvez payer un peu plus cher que ce que paierait monsieur et madame tout le monde. Alors ça, au-delà d'un conseil dans la gestion locative et dans la gestion courante de votre immeuble, c'est un conseil dans la vie, de manière générale, vérifiez tout et ne faites confiance à personne. Deuxième conseil qui va de soi, sélectionnez soigneusement vos locataires et assurez vos arrières. Sélectionner correctement un locataire, ça veut dire non seulement qu'il est sérieux dans la présentation et vous a répondu sans faire une faute d'orthographe par mot, il ne vous a pas agressé sur le bon coin parce que oui, ça arrive parfois. Lors de la visite, il est venu à l'heure, il avait l'air intéressé, il présentait correctement, il vous a envoyé l'ensemble du dossier en temps et en heure sans qu'il manque de papier, sans qu'il y ait un truc un peu bizarre, du genre une carte d'identité qui n'est pas de la sienne. Vous savez, ce genre de truc assez bête mais qui peut vite arriver. Et dans tous les cas, même s'il est super sérieux, qu'il a 3 fois le montant du loyer en termes de rémunération, qu'il a un travail stable, un emploi, qu'il vous envoie ses fiches de paye, prenez toujours une solution de backup, une caution des parents, une garantie loyer impayé, une garantie visale. On est malheureusement dans un pays où la justice ne fonctionne plus, je peux vous le dire d'expérience. En tout cas, ne capitalisez pas sur le fait que la justice française vous permettra de vous rendre votre logement. Capitalisez uniquement sur vos compétences, votre sélection et la personne en face de vous. Vous verrez que vous économiserez un paquet d'argent en frais d'avocat et en frais d'huissier. Troisième conseil, soyez très consciencieux et méticuleux dans vos procédures administratives. Que ce soit l'état des lieux d'entrée, le bail, le règlement intérieur de l'immeuble, tout ce qui va concerner l'administratif de celui-ci, je vous conseille de vraiment ne pas le faire par-dessus la jambe parce qu'un état des lieux d'entrée mal fait, ça peut provoquer des difficultés à la sortie. Un bail mal fait sur lequel il n'y a pas les paraphes, malheureusement, ça peut provoquer des difficultés également. Si vous êtes prêt à faire cette partie du job, il faut que vous la fassiez correctement et ça inclut une part de rigueur, de systématisation dans vos papiers et que vous soyez bien organisé. Quatrième conseil, considérez toujours vos locataires comme vos clients. Vous êtes propriétaire d'un immeuble de 10 appartements, tous les locataires qui sont à l'intérieur sont vos clients. Il y a une relation commerciale de je te donne un objet, je te loue un objet tous les mois et en échange tu me payes une somme d'argent. C'est une relation commerciale comme n'importe quelle autre, ce qui veut dire qu'il va falloir, et c'est vrai pour éviter le turnover, c'est vrai pour éviter de faire des états des lieux d'entrée, des états des lieux de sortie tout le temps, que vos locataires aient envie de rester à l'intérieur de l'appartement. Pour ça, quand il y a un problème, quand il y a un dépannage, quand un locataire vous indique que les parties communes n'étaient pas super propres, eh bien il faut que vous ayez cette sorte de maturité et ce positionnement de commerçant en vous disant comment est-ce que je peux faire pour améliorer la vie de ce client. Ça, c'est vraiment une des clés indispensables et surtout si vous faites beaucoup d'immobilier, et quand je parle de beaucoup, je parle de 20 lots, 30 lots, 50 lots, peut-être même plus que ça. En avançant, vous vous apercevrez que cette relation commerciale, elle est indispensable et ce d'autant plus que vous avez des lots avec des grandes surfaces, des locaux commerciaux, des locaux industriels où ça va vraiment prendre tout son sens puisque la sortie et la nouvelle entrée du locataire peut notamment inclure une période dans laquelle vous n'allez pas toucher de loyer et aussi parce que bien souvent vous aurez besoin pour ce genre de lot de passer par des agences immobilières qui vont vous prendre assez cher pour faire trouver un nouveau locataire. Enfin, cinquième et dernier conseil qui est un peu le résumé de tout ce précédemment, organisez-vous et travaillez régulièrement sur votre gestion. La gestion locative, pour être complètement
complètement honnête avec vous, ça prend pas un temps monstrueux. Alors évidemment, quand vous en avez beaucoup, ça prend du temps. Ça peut mobiliser l'équivalent d'un mi-temps, pourquoi pas même d'un temps plein, si jamais vous faites beaucoup de rénovations, beaucoup de transformations, beaucoup de choses, que vous retravaillez vos immeubles. Mais je dirais que la clé, le truc qui va faire que ça va marcher, c'est de le faire régulièrement. Si vous allez vérifier vos comptes, vérifier les loyers une fois tous les 2 mois, qu'une personne a payé un petit peu en retard, que vous n'êtes pas consciencieuse, que vous ne lui passez pas un petit coup de fil pour lui demander comment est-ce que ça se fait, lui demander si c'est possible de rectifier pour le mois d'après. Bref, d'être derrière le cul des gens, je dois l'avouer, c'est vraiment ça. Eh bien, vous verrez que plus le temps va avancer, moins vous encaisserez de loyer, plus ce sera difficile d'aller chercher, plus ce sera difficile que les agents d'entretien fassent leur travail correctement. C'est un peu comme tout chef d'entreprise, en fin de compte, il faut être sur le terrain derrière vos salariés, sinon au bout d'un moment, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo, je vous le dis, ça ne marchera pas. Voilà un petit peu pour cette sorte de canevas essentiel si vous souhaitez acheter un immeuble en 2025. D'ailleurs, si vous souhaitez être accompagné, qu'on vous aide, moi et mon équipe, pour acquérir cet immeuble, n'hésitez pas à nous rejoindre au sein du club ImoLunch, un club d'investisseurs dans lequel on vous coach, on vous accompagne de manière assez personnalisée en fin de compte dans l'achat et la réalisation d'un projet immobilier sur les prochains mois. Attention, on ne prend que les personnes dont on est certain de pouvoir aider, les gens qui sont motivés. Si ça vous intéresse, vous trouverez le lien pour réserver un appel avec un de mes associés dans la description. Sur ce, je vous en dis pas plus, je vous souhaite une très belle journée. À bientôt, c'était Tim. Ciao.